Welcome everybody. We have many times Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Nous savons que vous venez de différentes régions du monde, donc je vous dis bonjour, bon après-midi, bonne soirée selon d'où vous venez. Je vais modérer cet événement aujourd'hui. Quelques notes techniques. Nous avons un service d'interprétation en anglais, arabe, français, espagnol et russe. Donc, nous vous prions de bien vouloir sélectionner le canal que vous préférez. Et rappelez-vous aussi que l'enregistrement sera fait dans les 5 langues. Donc, vous pourrez reconsulter le webinaire dans un second moment. Vous pouvez interagir avec nous avec le chat. N'hésitez pas à poster vos questions, vos commentaires. Nous espérons pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à poster, si possible, en anglais. Si ce n'est pas possible, faites-le dans votre propre langue et nous la traduirons dans un second moment. Il s'agit donc de la clôture de ce mois de carrière globale qui a été lancé le 8 novembre par l'agence avec la coopération de différentes organisations, la CDFOP, l'Organisation internationale pour le développement régional, la CDFOP et d'autres, l'UNESCO également. Nous sommes convaincus que vous pouvez vraiment fournir une contribution très importante à ces travaux. Donc, nous avons eu la participation de la Commission européenne, la Fondation européenne pour la formation, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'UNESCO, la Banque mondiale, etc. Ce qui nous a réunis, c'est l'idée que l'orientation professionnelle peut apporter une contribution essentielle pour aider les individus et les organisations à relever les nombreux défis actuels, la nécessité de promouvoir l'adaptabilité,
face aux transformations structurelles, le développement de sociétés plus résilientes, permettre une transition équitable vers des économies, des sociétés plus vertes, la lutte contre les inégalités sociétales, afin de sensibiliser au rôle que l'orientation professionnelle doit jouer et de discuter du rôle de l'orientation professionnelle pour relever ces défis. Le mois a inclus une série d'événements mondiaux et régionaux en partenariat avec des associations nationales et régionales opérant autour du développement de carrière pour les jeunes et les adultes. Donc aujourd'hui, nous voulons conclure en soulignant certains de ces messages clés. Nous entendrons certains membres du JC sur les sujets abordés par les événements régionaux. Nous entendrons également nos partenaires régionaux nous parler directement des principales conclusions des événements du mois. Et nous allons également discuter des défis et des solutions partagées avec les partenaires sociaux. Donc, sans plus attendre, permettez-moi d'ouvrir cet événement de clôture et de commencer nos discussions. Dans cette première session, nous aurons les représentants de l'agence interrégionale, du groupe de travail de l'agence interrégionale, qui nous parleront donc des principaux sujets émergents des événements régionaux, et j'ai le plaisir de vous présenter nos trois invités de marque. Nous avons Madame Manuela Prina, qui est chef de l'unité pour identification et développement des compétences de l'ETF. Manuela, je vous donne la parole pour commencer en 3 à 4 minutes. Dites-nous quels sont, selon vous, les thèmes émergents de cet événement. Merci, Glenda. Bonjour. Bonjour à tous dans le monde entier, à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui avec nous. C'est un plaisir pour nous, enfin pour moi, d'être ici avec vous et de pouvoir euh, vous parler de certains éléments émergents clés de ce mois de carrière mondiale. Nous avons eu énormément d'exemples inspirants, de bonnes pratiques, mais aussi on a pu parler de certains problèmes qui sont communs dans la planète tout entière et de choses à faire pour nous assurer que l'orientation à la carrière, que les services d'orientation à la carrière puissent vraiment faire ce qu'ils sont censés faire, donc pas seulement soutenir les gens dans leur choix, mais aussi le mot qui a vraiment émergé dans de nombreuses réunions régionales, fournir une orientation tout au long de la vie pour émanciper les gens. Et donc, en me préparant pour aujourd'hui, j'ai reçu en fait reçu le premier document d'orientation pour un de mes enfants et je voulais le partager avec vous parce que je pense que cela en dit long. Donc, permettez-moi de le partager avec vous très rapidement. Est-ce que vous le voyez là? Oui? Parfait. Alors, comme vous voyez, c'est le tout premier document d'orientation qu'un garçon de 13 ans reçoit de son école. Et les gens qui ont donc la tâche avec des cases à cocher. Il n'y a rien qui informe réellement le jeune ou sa famille par rapport à ce que ses choix représentent et donc à l'orienter vers sa propre émancipation. Mon fils se localise dans la première colonne et j'aimerais attirer votre attention à ceci parce que c'est encore un fait culturel que nous avons d'avoir des boîtes, vous voyez. Donc, il y a 4 boîtes. La première colonne est la meilleure. Ensuite, il y a la deuxième, la troisième et la quatrième colonne. Et plus qu'orienté et émancipé, en réalité, ceci se présente beaucoup plus comme un jugement. Et bien qu'il se trouve dans la première colonne, donc le meilleur groupe, disons, il l'a pris comme un jugement, comme une évaluation. Et ceci nous indique clairement qu'il y a encore énormément de travail à faire pour nous assurer que l'orientation à la carrière et à la profession et que les professionnels responsables de l'orientation à la carrière fassent partie de ce parcours d'émancipation et que cela doit faire partie du parcours scolaire pour les jeunes aussi
bien qui sont au sein de l'éducation que ceux qui en sont exclus et qui sont exclus du marché du travail. Ils ont besoin de soutien et d'orientation. Et c'est une responsabilité vraiment à mener de l'avant. Et une des réponses qui a émergé de nos discussions, je pense, au cours de ce mois, c'est vraiment la valeur de l'apprentissage de pair à pair, de partage d'exemples, de discussions au niveau international, tout en soutenant la mobilité dans le cadre de l'orientation à la carrière de la part de professionnels qui peuvent vraiment changer les choses au niveau international. Et je parle de la dimension internationale justement parce que un des thèmes que j'avais de ce point de vue par rapport à l'orientation, dans le cas de migrants notamment, il s'agit vraiment d'un mois très important et je voudrais remercier tout le monde pour leur participation à ce parcours. Et tandis qu'aujourd'hui, nous clôturons ce mois de la carrière internationale, nous avons encore énormément de travail à faire pour nous assurer que la première orientation à la carrière qu'un jeune reçoit ne soit pas une évaluation ou un jugement, mais plutôt un encouragement et une opportunité pour savoir et pour croire que le soutien à la carrière et l'orientation à la carrière est quelque chose qui va le soutenir tout au long de sa vie et non pas pour vous juger à jamais. Et sur ceci, je vous rends la parole, Glenda. Merci beaucoup, Manuela. C'était un message très intéressant, effectivement, surtout cette idée justement d'émanciper, de donner du pouvoir aux gens et combien nous sommes éloignés encore de ce concept dans de nombreux contextes. Et je pense que cela nous en dit long aussi par rapport au fait que parfois il s'agit justement d'approfondir des inégalités plutôt que d'encourager quand on met les gens dans des boîtes justement avec une catégorisation de valeurs de ces boîtes. L'idée est au contraire de soutenir les aspirations, d'évaluer ce que les personnes sont capables de faire et non pas ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Voilà. Merci beaucoup pour cela. Et maintenant, je donne la parole à Srinivas Reddy, chef du service des compétences et de l'employabilité de l'OIT. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup, Glenda, et bienvenue à tous les collègues qui participent à cette séance. Tout d'abord, j'aimerais féliciter ce groupe pour l'excellente collaboration et dans toutes les régions, nous avons entendu de riches discussions et j'aimerais souligner que l'orientation à la carrière a un impact sur de nombreuses échelles. Elle peut vraiment changer la vie des individus. C'est très important et cela soutient également les organisations à devenir plus durables et concurrentielles en termes d'éducation, d'emploi, d'inclusion sociale et de protection sanitaire. Autre point très important qui s'est manifesté, c'est que l'orientation à la carrière tout au long de la vie est un investissement et non pas un coût. Je pense que c'est un concept vraiment très intéressant, très important. Et donc, il faut prêter une attention particulière aux besoins des personnes de tous les âges, et en particulier les gens qui proviennent de groupes vulnérables non traditionnels, tels que les travailleurs avec des les handicaps, les personnes porteuses de handicap, les personnes d'un certain âge, parce que il y a de multiples transitions dans la vie pour de nombreuses personnes qui font partie de la réalité nouvelle. C'est un des profonds changements des sociétés liés à l'évolution technologique, au réchauffement climatique d'ailleurs aussi, etc. Et donc, nous assurer que la numérisation ait un impact sur l'orientation à la carrière. La numérisation peut augmenter l'accessibilité à l'orientation à la carrière. Cette numérisation peut également être très utile pour créer le lien entre l'apprentissage et l'utilisation de cet apprentissage, mais en même temps, elle doit être projetée et faite sur mesure
pour être socialement juste, équitable et sensible aux différentes cultures, ainsi qu'adapté aux besoins locaux et individuels. Donc, nos systèmes d'orientation et nos méthodologies doivent promouvoir l'équité plutôt que la division numérique. Autre point important qui a émergé, c'est l'innovation et l'orientation qui sont importantes également pour en évaluer l'impact. Par exemple, l'orientation à la carrière interculturelle et les modalités interculturelles sont très importantes au sein des classes mêmes. Ça a été un point souligné par de nombreux collègues et les questions aussi liées à l'inclusion de tout cela dans les syllabus scolaires. Et enfin, il est important que les pays puissent développer leur propre approche plutôt que d'adopter des programmes développés par d'autres pays. On peut apprendre beaucoup les uns des autres, mais il faut pouvoir adapter ces programmes à sa propre réalité du terrain. Voilà certains des points que je voulais amener à l'attention de vous tous et je vous rends la parole, Glenda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Srinivas. Ce sont des points très importants, effectivement, réitérer l'inclusivité, mais aussi le fait qu'il s'agit d'une transition juste et d'aider les autres à faire face aux nombreuses transitions toujours plus fréquentes pour nous adapter aux changements de la technologie, de la numérisation, de l'innovation dans les carrières, etc. Je vois que le chat est constamment sollicité. Je n'arrive pas à suivre toutes les nationalités, mais je vois qu'il y a des messages du Costa Rica, de Capo Verde, du Pakistan, de la Macédoine du Nord, du Kenya, de la Chine, donc vraiment des participants provenant du monde entier. Je vous remercie tous en tout cas d'être ici avec nous aujourd'hui et je donne désormais la parole à notre troisième intervenant du groupe de l'interagence, donc Hervé Huot-Marchand, chef de la section jeunesse, alphabétisation et développement des compétences à l'UNESCO. À vous la parole. Merci beaucoup, Glenda. J'espère que vous m'entendez bien. Bien. On ne sait jamais avec la technologie, il faut se méfier. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et avec mes collègues Manuela, Srivinas et évidemment vous, Glenda, et tous ceux qui sont connectés en ligne parce qu'il s'agit d'un événement très important. Nous avons tous discuté ensemble pendant plus d'un mois. Vous avez déjà d'ailleurs soulevé le grand intérêt que ce thème a suscité et le monde désormais est tellement complexe et il devient toujours plus complexe. Les changements arrivent toujours plus vite pour les jeunes et pour les adultes et c'est une leçon désormais apprise. Les adultes tout comme les jeunes nécessitent davantage d'attention pour certaines actions. En ce qui concerne l'orientation à la carrière et l'apprentissage, je pense que c'était une des leçons apprises de ce processus et j'espère que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui avec cet événement de clôture. J'espère au contraire qu'il s'agit d'un long parcours que nous allons entreprendre tous ensemble. Donc, la première chose que je peux dire, c'est que je réitère notre engagement pour continuer ce parcours parce qu'il est crucial, comme je l'ai dit. Autre leçon apprise de cette discussion très riche à différents niveaux, régional, mais également national, c'est d'être capable d'agir de façon préventive, c'est-à-dire avec certaines actions au Tibet, nous avons essayé de résoudre quelques problèmes et situations critiques. Et vu les discussions que nous avons eues, nous voyons clairement qu'il y a un intérêt général pour agir de façon préventive à différents niveaux, je dirais, au macro et micro, au niveau macro et micro, et en soutien des individus dans leur parcours pour l'acquisition de nouvelles compétences, mais également
pour l'étude de certaines complémentarités thématiques, évidemment, l'orientation doit être en lien avec les besoins d'en savoir plus des besoins du marché du travail. Donc, une analyse du marché du travail est vraiment important. Le conseil, la consultation est aussi très importante avec les nouvelles méthodes pédagogiques, mais aussi pour en savoir davantage par rapport à la reconnaissance de l'apprentissage tout au long de la vie, parce que nous savons que c'est la perspective qui nous attend. Donc, il faut considérer une approche inclusive pour l'orientation et la consultance. Donc, comme je l'ai déjà dit, je réitère l'engagement de l'UNESCO et j'aimerais aussi vous parler de notre stratégie. Certains d'entre vous la connaissent déjà parce que nous sommes vus à Bonn en Allemagne le mois dernier lorsque nous avons lancé notre nouvelle stratégie pour les prochaines 8 années. Et j'aimerais souligner qu'elle s'oriente sur 3 piliers. Le premier, pour soutenir les individus en termes de compétences nécessaires, et l'orientation à la carrière et la consultance sont deux de nos actions pour renforcer, deux de nos actions à renforcer au cours des prochaines années, donc pour souligner une orientation stratégique de l'UNESCO. Et pour compléter cela, j'aimerais vous rappeler la recommandation numéro 51 des 15 recommandations où il est clairement souligné que nous devons offrir des services d'orientation à la carrière aux jeunes. Et pour compléter cela, nous sommes en train d'ajourner le monitoring de ces recommandations et je suis sûre que nous allons revenir avec une action claire par rapport à cela. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais vous rappeler quelques discussions que nous avons eues au cours des derniers mois, quelques webinaires que nous avons eus avec l'Académie internationale des sciences du Kazakhstan, avec une collaboration entre l'UNESCO, l'OIT et d'autres partenaires également. Une série de webinaires ont été organisés sur les thèmes, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, pour faire face aux inégalités de genre. Et le thème, donc, était celui des modèles d'éducation inclusifs, avec une attention spécifique pour les groupes plus vulnérables. C'est vraiment un élément clé de notre approche. Et nous avons eu une discussion très intéressante là-dessus tout au long du mois de décembre par rapport à une perspective internationale de TIVET. Donc, je pense que c'est très pertinent par rapport à ce que vous avez partagé tout à l'heure. Donc, j'aimerais souligner encore certaines discussions que nous avons eues au cours des semaines prochaines. Nous avons donc ce groupe de l'interagence. Nous sommes rendus au Kenya pour l'événement de notre programme clé appelé Meilleure éducation pour l'Afrique, pour le soulèvement de la développement de l'Afrique et en particulier pour l'Afrique de l'Est qui pourrait être utile pour tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais que nous n'avons plus de temps. Nous avons eu des actions aussi avec l'Académie pour les compétences internationales, mais je vous souhaite à tous une excellente continuation. Merci, merci Hervé. Je prends note surtout du concept de l'action préventive où vous avez parlé d'individus qui ne sont pas en mesure de s'adapter d'un jour au lendemain, mais qui doivent être préparés tout au long de leur parcours aux transitions nécessaires. Je vois de nombreuses personnes qui confirment ce que nous disons dans notre discussion avec différents éléments par rapport à l'exploitation des technologies pour offrir une meilleure orientation à la carrière, comme mentionné par Manuela et Srinivas. Donc, passons désormais à la prochaine session. Nous allons pouvoir écouter les partenaires régionaux directement. Nous avons une série de vidéos où les partenaires régionaux nous donnent donc les leçons apprises de leurs expériences. Les premières vidéos sont de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et de la région MENA. Donc, voici ces vidéos. Nous allons les écouter.
Bonjour à tous, je m'appelle Teriaki Fujita, je suis professeur à l'Institut des sciences humaines à l'Université de Tsukuba au Japon. C'est un grand honneur et plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous les implications des discussions entre les différents pays asiatiques. Et certainement, le 28 novembre, lundi, nous avons eu une série d'exposés nationaux. Nous étions censés avoir 6 exposés nationaux, mais celui de la Mongolie a été annulé, donc nous en avons 5, de la Corée, du Japon, du Taïwan, du Pakistan et de l'Inde. J'ai servi en tant que modérateur pour ces programmes. Le phénomène commun le plus important que nous avons constaté est l'énorme impact de la pandémie de la COVID-19. L'impact a été très sévère et surtout prononcé sur les personnes et les groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés, révélant la fragilité du système social dans chaque pays. Nous avons également constaté que la transition de l'école au travail a été fortement affectée par d'importants postes de travail et une certaine incertitude quant à l'avenir pour les jeunes travailleurs. De nombreux jeunes sont à un plus grand risque de chômage dans beaucoup de pays. Le rapport du Pakistan indique qu'il est important de considérer que ce pays, contrairement à d'autres pays en développement, est confronté à un double défi en matière d'éducation et de formation des jeunes et des adultes en raison de la pandémie 19, mais aussi à cause des inondations récentes. Il y a actuellement environ 2 millions d'étudiants qui ne peuvent pas poursuivre leur éducation en raison du manque de salles de classe ou d'espaces d'apprentissage ou de logements. En outre, dans de nombreux pays, on assiste à un développement rapide et important de la numérisation des programmes liés à la carrière. Et tous les cas ne donnent pas les résultats escomptés. Enfin, la chose la plus importante, nous avons constaté que les innovations découvertes en Asie, jusqu'à présent, les pays asiatiques ont appris et adapté les programmes de développement de carrière des pays occidentaux. Cependant, ces tendances à sens unique pourraient être en train de s'inverser. En Corée, par exemple, ils sont fiers que 10 ans se soient écoulés depuis l'introduction du système de carrière des enseignants. Les discussions sur les systèmes d'orientation de carrière des enseignants devrait d'abord être mené plus activement. Le débat sur le système d'exploitation de l'éducation en Corée, qui peut répondre aux problèmes sociaux et au système éducatif tels que le changement de valeur des étudiants, les changements dans le système d'entrée à l'université et les changements dans le système d'exploitation de l'école, en raison aussi d'une forte baisse du taux de natalité, devrait être élargi. Et les rapports nationaux du Japon indiquent également que le portefeuille national de la Corée, appelé Career Passport, donc le passeport de carrière, a été introduit pour être utilisé de manière continue pendant 12 ans à partir de la première année de scolarisation. Le passeport actuel n'a pas été conçu comme un document à présenter lorsque l'élève poursuit ses études ou trouve un emploi. Il a été introduit pour que les étudiants puissent revenir périodiquement sur leur propre processus d'apprentissage et sur l'évolution de leur carrière. Nous avons eu une discussion intéressante et enrichissante. C'est tout pour l'Asie pour le moment. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Je vous remercie encore une fois. Good afternoon, Bonjour, colleagues. chers collègues. Je m'appelle Chris de la South African Career Development Association. Au nom du secteur et de la East African Career Development Association, qui est notre partenaire régional en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, nous tenons à remercier le groupe de travail interagence Career Guidance d'avoir lancé ce mois mondial des carrières. Cela a été une merveilleuse expérience d'engagement et nous sommes impatients de le voir se développer de plus en plus chaque année. Pour conclure, après avoir pris connaissance de certains des résultats, recettes et enseignements de nos événements, j'aimerais entendre quelques mots de notre membre du conseil d'administration, le professeur Maximisa Photo, qui vous souhaite bonne chance et vous adresse ses meilleurs vœux.
Je m'appelle Maximus Photo et je suis professeur associé au département de psychopédagogie de la faculté d'éducation de l'Université de Johannesburg. Je suis une personne passionnée par le développement de carrière et j'ai passé des années à travailler dans ce domaine. Je suis actuellement membre du conseil d'administration de l'Association sud-africaine pour le développement de carrière, un organisme qui me passionne également. Si je devais parler de certaines priorités, l'une des premières choses que nous devrions faire, à mon avis, est d'inclure le développement de carrière dans les politiques des systèmes éducatifs. Les projets de recherche qui ont été menés dans différentes sphères, différents contextes, pointent tous vers une même chose. Les gens ont besoin de développement de carrière. Donc, la priorité numéro 2, selon moi, serait vraiment d'aborder sérieusement la question du handicap de façon sérieuse, comme un élément central de ce que nous faisons. Et aborder les problèmes des personnes handicapées dans le monde du travail, et aborder cela en faisant le lien directement avec ce que nous pouvons appeler transition de carrière de la maison à l'école, de l'école à l'université, de l'université au monde du travail, où les gens peuvent se rendre compte qu'ils sont suffisamment équipés, qu'ils ont suffisamment de compétences pour les aider à faire les choix nécessaires dans leur vie. Et après avoir parlé de cela, la question également, vous savez, de l'employabilité devient centrale, car l'emploi est là. Les gens sont là, mais ils ne trouvent pas d'emploi pourtant. Alors, comment aborder ces questions? Ce serait l'une des priorités que je suggérerais dans ce cas particulier. L'Euroguidance est le réseau des centres de ressources nationaux pour l'orientation et notre rôle est de soutenir le développement des compétences des professionnels dans ce domaine. Et je pense donc que le rôle de l'Euroguidance, de Euroguidance, est donc d'inspirer, d'encourager tous les professionnels à être actifs au niveau international et à utiliser cet apprentissage par les pairs au niveau international. Le rôle d'Euroguidance est en fait de créer des séminaires similaires, des possibilités similaires pour les professionnels de différents pays, qui puissent se réunir et de discuter des problèmes aussi bien mineurs que majeurs. Je pense qu'un rôle important serait d'organiser des conférences similaires où les gens peuvent se rassembler parce que la plupart des conseillers d'orientation travaillent seuls. Il s'agit d'une profession très solitaire et quand nous venons dans un tel endroit, nous nous réalisons combien nous sommes nombreux et cela peut être vraiment inspirant. Et donc, je pense qu'un des rôles vraiment importants d'Euroguide est d'organiser ce séminaire. Euroguide peut construire un réseau qui ouvre réellement un environnement d'apprentissage pour ces pays candidats. Ils peuvent aller dans les pays de l'Union européenne pour des visites d'études, ils peuvent participer à des formations et ils peuvent apprendre les bonnes pratiques. C'est donc une communauté qui leur permet de se développer. La chose la plus évidente, c'est le besoin de faciliter l'échange entre les professionnels de l'orientation de différents pays. Et je pense que c'est vraiment un très bon moyen de développer des compétences pour parler avec des professionnels d'autres pays. D'une certaine manière, votre orientation est un moteur pour la communauté de l'orientation. C'est vraiment une excellente expérience. Et je suis très heureux que cela fonctionne pour une si grande communauté. Est-ce que vous travaillez pour l'orientation à la carrière en Europe? Nous espérons vous inspirer pour continuer à vous développer et travailler ensemble avec des collègues dans toute l'Europe. The Global Careers Month in the MENA region was really extensive. We had participation from Morocco, Egypt, Jordan, Emirates, Yemen. We had showrooms. We had also a space for research and studies. And we have the community of practice. In the showroom, we discussed and showed success stories on career education in different countries, and also in using ICT in career guidance. We have 3 mobile applications from Emirates, Jordan, and Egypt.
and also talked about the success story of Jordan as they established a licensing system for the career counselors. In addition to some other topics regarding to the approaches used in career guidance, such as experiential learning. So this was really insightful and inspiring. And the space for research and studies, the career development centers at the universities was the topic, and its impact and so on. And the community practice, actually, we have started earlier than the Global Careers Months. Nous avons commencé un peu plus tôt que le mois de la carrière, donc 2 semaines un peu plus tôt, et nous avons décidé de continuer. De nombreux thèmes ont été discutés, les plus importants qui reflètent les besoins principaux dans cette région étaient clairement l'information du marché. Il y a un gros défi et une grosse disponibilité de l'information à la carrière, et il y a un besoin d'apprendre comment déployer cette information pour les utilisateurs et pour discuter également les qualifications de ces participants. Il y a un besoin donc de certaines qualifications nationales, de gouverner les pratiques de tout cela et de nombreux sujets ont été discutés et tout cela est donc lié à la qualité des services parce que les participants ont souligné qu'il y a des mauvaises pratiques dans le pays, en Égypte. Et c'était, je pense, le cas aussi dans d'autres pays. C'est pourquoi les qualifications ou les praticiens sont nécessaires et c'est pourquoi un organisme national est également nécessaire pour définir les normes de qualité des services. Nous prévoyons également de continuer à discuter de ces sujets et de la communauté de pratique. Alors, nous espérons que nous pourrons obtenir de plus en plus d'informations et être inspirés par les pratiques et les idées et trouver quelques idées de solutions. Voilà, avec différentes idées pour trouver la meilleure solution et je vous remercie énormément. Thank you very much. Excellent video. Désolée, merci beaucoup. Excellente discussion, excellente vidéo de comment passer des politiques aux stratégies, la contextualisation de l'orientation à la carrière, tout ce qui s'est passé en lien avec la pandémie de la COVID, la question du handicap, la qualité de l'information, du marché de l'emploi, l'accréditation, tout cela, toutes ces questions clés. Maintenant, par contre, nous pouvons passer à une série de personnes qui ont déjà parlé dans les vidéos, mais qui sont là avec nous. Nous avons le professeur Fujita de l'Université du Japon. Nous avons Chris Bucks. Nous avons Monsieur Teriyuki et Margit Famo de l'Estonie. Donc, en partant avec Monsieur Teriyuki, vous avez 3 minutes pour nous dire quelles sont vos leçons apprises au cours de ce mois de la carrière. Merci Glenda, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, il faut vraiment pouvoir saisir les avantages de cette vague inattendue de transformation que la catastrophe de la pandémie a déclenchée. Il y a énormément d'innovations technologiques qui ont changé notre façon de vivre et de travailler en présentant de nouvelles opportunités, mais il faut aussi reconnaître que c'est toujours dans les groupes privilégiés, les régions et les pays privilégiés qui sont les premiers à vraiment bénéficier de ces technologies avancées. Et en ces circonstances,
L'économie numérique a créé de nouvelles sources de revenus et des façons plus inclusives de travailler. Toutefois, de nombreuses zones du monde ne font pas encore partie de l'économie numérique, qui ont encore besoin de développement d'infrastructures, d'investissement dans les formations, l'éducation, etc. Les interventions doivent être planifiées de façon à être socialement justes, équitables et adaptées à la culture. Et ensuite, j'aimerais promouvoir, de refléter les réalités de chaque pays. J'ai été vraiment très impressionnée que nous découvrions de nouvelles innovations dans les pays asiatiques. Et j'aimerais souligner l'importance de promouvoir la recherche et la dissémination de l'information sur l'efficacité de ces programmes. Jusqu'à présent, les pays asiatiques ont appris et développé des programmes développés dans les pays occidentaux. Toutefois, ces pratiques doivent être explorées selon leur pertinence et doivent être contextualisées pour répondre aux besoins démographiques de préparation et dynamiques locaux. Merci, c'est tout pour le Japon et je vous remercie de m'avoir invité. Merci Teriyuki. Vous avez dit tellement en seulement 2 minutes, un message très important sur l'exigence d'adapter les pratiques, de pas seulement les adopter, de les adapter au contexte local, l'importance de la recherche et de l'évaluation pour comprendre réellement si ce qu'on fait va dans la bonne direction. Et j'aimerais désormais donner la parole à Christopher Bux de l'Association de développement de la carrière sud-africaine. Vous avez 2 minutes, je vous en prie. Merci, Glenda. Bonjour à tous. Donc, une recommandation. From these findings and great synergies that have been created over this month. What is really needed and what we find is training. Ce qu'il faut, pas seulement pour l'Afrique, mais pour pas mal d'autres pays, c'est que nous devons assurer à chaque pays la mise en place de son organe d'orientation de carrière. Je pense qu'il faut travailler au niveau global, au niveau mondial, pour appuyer les différents pays pour atteindre ce but. Parce qu'en fait, la qualité de la formation, et il y a des questions éthiques dans le développement de carrière, mais il faut assurer aussi des pratiques et la qualité dans le développement de carrière, parce que parfois, il y a des problèmes de réputation et notamment, il faut donc assurer et il faut qu'il y ait donc des organisations de la société civile qui travaillent aussi avec le gouvernement pour avoir des changements. Donc, il faut qu'il y ait une durabilité à long terme. Voilà la raison pour laquelle les organes professionnels sont bien placés pour rendre la gestion de carrière ou le plateforme très efficace. En Afrique du Sud, nous avons déjà impliqué ces pays dans la mise en place donc de ces organes professionnels et je pense que oui, nous avons déjà créé une sorte de communauté de pratique. Et merci beaucoup, Tristan. En fait, c'est quelque chose qui entraîne sur le débat qu'on a dans la messagerie et qu'on a vu aussi tout à l'heure dans la vidéo, dans le sens que de créer des d'orientation de carrière, créer une communauté de pratique au niveau global, au niveau mondial. Et maintenant, je vais donner la parole à Martine de l'Estonie. Vous avez 2 minutes. Tout d'abord, je voudrais féliciter vous tous, et notamment le travail accompli. Merci en fait, parce qu'en fait, il s'agit d'un événement très unique et très important pour la formation des adultes, des jeunes et pour l'orientation de carrière. Nous avons pas mal d'événements en Europe
Nous avons donc une conférence qui est prévue et nous avons eu une conférence au mois de novembre, effectivement, et une conférence très importante. Donc, et donc, les résultats qu'on a atteints ont été très importants. Donc, on a partagé donc les priorités dans ce domaine, donc l'adaptabilité, par exemple, des compétences, la flexibilité des compétences, la justice sociale. Voilà donc les éléments clés qu'on a soulignés pendant cette conférence. Les vidéos ont convoyé donc notre message, donc le besoin de coopération et le besoin d'impliquer donc toutes les professions et le besoin d'impliquer donc toutes les parties prenantes. Donc, ça, c'est quelque chose de très important aussi au niveau politique. Donc, il est très important donc de répondre aux besoins spécifiques et aux besoins qui concernent aussi d'autres professionnels et émanant d'autres institutions. Il faut bâtir la confiance, l'aspiration et à l'aune de ce point que les autres participants ont souligné. Et pendant la pause déjeuner, nous avons eu des panels impliquant plusieurs intervenants issus de différents pays et nous avons mis l'accent sur la numérisation des services. Donc aussi, nous nous sommes penchés sur les nouveautés qui existent donc dans ce domaine. Nous avons donc débattu sur le rôle des services numériques, des services qui existent déjà et qui vont rester très longtemps, mais il faut qu'il y ait donc et aussi et par rapport à une évolution, un développement au niveau de la formation. Donc, et voilà. Et je voudrais vous remercier de m'avoir contacté en ligne. Merci beaucoup donc de cette initiative qui est très importante. Merci beaucoup, Marie-Thène. Merci, Christopher et Robert. Et merci merci donc au représentant qu'on a vu dans la vidéo qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Maintenant, je voudrais donner la parole à notre collègue de Fonseca, à Monsieur de Fonseca pour la prochaine session. Merci beaucoup, Miranda, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est une source d'inspiration, notamment voir tous ces visages souriants et qui viennent de tous les pays de notre planète. C'est quelque chose. Nous avons donc nous avons eu pas mal de débats, de discussions pendant ce mois-ci. Nous avons eu 45 événements et puis après des événements principaux et parallèles et pas mal de pains sur la planche, pas mal d'idées qui ont été échangées dans ces événements. Pendant le premier panel, nous nous sommes penchés sur l'ODD et maintenant nous allons enchaîner sur les priorités, donc les solutions qui peuvent être données à l'avenir. Quant à moi, je voudrais donc souligner votre attention sur le fait que nous sommes en train, qu'une nouvelle période commence avec une narrative qui est très importante et qui est axée sur la stabilité, sur la résilience de la société et qui est axée aussi sur la transition juste vers l'économie verte. Elle est très importante, donc il est très important de voir la contribution de l'orientation professionnelle. Dès le début, on a dit que en fait, l'orientation professionnelle n'est pas la recette miracle. Il y a un débat qui doit être fait par rapport à et un débat qui sera coordonné par nos trois intervenants qui représentent l'Organisation internationale des employeurs. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Martinelli qui représente l'Organisation internationale des syndicats. Et puis après, nous avons dans Bruxelles qui représente l'Association internationale de formation et de l'orientation professionnelle et de formation. Voilà, vous avez donc un temps limité pour répondre à mes questions.
Je voudrais commencer par Martine maintenant. Parce qu'en fait, vous savez que les travailleurs, dans un délai très court, ont été, doivent s'adapter à chaque fois qu'ils perdent leur emploi. Ils doivent se sortir donc au changement qui existe donc et dans pas mal de pays, il y a un taux de chômage assez bas. Quelles sont donc les lignes de maîtresse qu'on peut dégager pour gérer donc cette situation et pour aider donc les travailleurs dans l'évolution de leur parcours? Merci beaucoup. Il s'agit d'une question très importante. En fait, en fait, je voudrais donc exprimer notre approche. Tout d'abord, ce qu'il faut faire est d'avoir donc des dispositions qui établissent donc concerne donc le travail des individus. Il faut comprendre donc le travailleur, il faut comprendre les besoins et les désirs des travailleurs. Et ça, c'est le point de départ. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Il faut donc connecter les gens à travers leur capacité de suivre leurs désirs, leurs souhaits. Le modèle de justice. Nous avons donc eu pas mal de modèles de création, le modèle du capital humain. Et maintenant, on revient à une époque à laquelle la justice sociale devient de plus en plus importante pour la société. Il faut être clair et net parce qu'en fait, tout le monde doit avoir accès à la formation, à l'éducation, à l'apprentissage dont on le dit. Et la formation tout au long de la vie doit être assurée et eux, ils doivent assurer cela. Et les gens, les citoyens doivent évoluer. Donc, il ne s'agit pas que de travailleurs, il s'agit de citoyens, d'individus. Et nous avons, par exemple, la formation des carrières, le conseil des carrières, et qui sont appuyés par des institutions qui ont les ressources professionnelles pour assurer leur travail. Et tout le monde doit avoir accès donc, à des parcours et on a parlé donc de parcours et je pense qu'il faut qu'il y ait une flexibilité entre les différents parcours, le système. Donc à ce moment-là, les gens peuvent passer de l'université au centre de formation et vice-versa. Donc nous avons toutes les parties de la société qui sont partie prenante de ce cycle et qui boostent le développement donc, de ce cycle. Et puis après, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas penser à quelqu'un qui a une partie de conseil. Et dans la préparation de notre débat peut-être sur l'importance de l'évolution du travail, le développement du travail. Et je suis tout à fait d'accord avec les collègues qui ont évoqué le CV, l'importance du CV, mais il faut aussi ajouter des disciplines comme l'intelligence artificielle et donc tout le parcours de carrière doit être général. Mais de toute façon, les opportunités de travail ne peuvent pas être le résultat du travail de leurs parents. Ça doit être le résultat de l'école, de l'infrastructure, de leur plan de développement et de changement. Et voilà, nous avons eu ce débat sur la formation et sur l'apprentissage, donc qui ne sont pas assez importants. Je pense qu'on peut améliorer donc la situation. Et voilà. Et je voudrais donc donner la parole à mes collègues et je reviens à la question suivante. Donc, le fait donc, il est très important, donc, l'émancipation, on a souligné l'importance de l'émancipation, les souhaits, donc, l'inspiration des travailleurs et des individus. Et donc, il y a pas mal de pression pendant cette période. Donc, les entreprises doivent se recycler, donc, et elles doivent se repositionner selon une stratégie. Puis après, le management parfois a des problèmes. Puis après, il y a la question des PME qui n'ont pas les capacités nécessaires. Donc, quelles sont les priorités que vous avez sous l'angle des employeurs? Voilà, merci beaucoup, Petro. Merci, Martin. En fait, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités donc à ce débat et je voudrais souligner encore une fois l'importance en fait de ce débat. Merci de l'avoir organisé et donc effectivement
à l'aune de ce qu'on a dit pendant la cérémonie d'ouverture, lorsqu'on parle de numérisation, de démographie, il y a toujours le problème d'adéquation entre la demande et l'offre de compétences professionnelles. Donc, il faut donc assurer une orientation continue euh, de carrière. Il faut continuer à investir dans les compétences professionnelles, permettre aux individus d'avoir accès à la formation. Il faut qu'il y ait donc, afin qu'il y ait une adéquation entre la demande et l'offre d'emploi, ce qui est bien pour les entreprises et les travailleurs. Les priorités maintenant, nous souhaitons attirer votre attention sur les efforts de création de la culture de la formation et de développement des carrières pour avoir des entreprises durables. Il y a priorités. Trois priorités. Tout d'abord, le premier A, en fait, c'est la prise de conscience. Il est très important donc de commencer au début, dès le début, et puis après, de manière précoce, et puis après, la résilience donc, du parcours professionnel. Et le secteur public et privé doivent promouvoir tout cela à tous les niveaux, donc, afin que les individus puissent maîtriser le changement de l'environnement. Et après, la disponibilité donc, de ce support. Et tu l'as dit juste titre, Petro, il y a le problème des PME qui très souvent n'ont pas les capacités d'investir. Mais de toute façon, il y a d'autres domaines qui ne mettent pas à la disposition le service d'orientation de carrière. Les institutions et puis après, la question aussi des incitations économiques, il faut pas oublier donc le soutien général pour la transition et permettre aux individus donc de suivre ce parcours. Et très souvent, on met l'accent sur les compétences. Il y a des institutions, des fonds qui financent toute la transition sans mettre l'accent sur l'individu parfois. Et puis après, j'ai le troisième élément concerne donc le contenu. Il faut tout d'abord tenir compte de l'individu, sa résilience, sa productivité, notamment dans une période très incertaine. Il faut mettre l'accent sur le fait qu'il faut assurer un soutien qui n'est pas que l'orientation dans un parcours, mais ça doit être une sorte de coaching. Donc, un soutien qui est donné aux individus. Il y a pas mal de barrières qui entravent l'inclusion dans le marché du travail et le coaching et l'orientation doivent mettre l'accent sur la préparation à l'emploi et pour assurer la durabilité, donc la coopération avec les employeurs est cruciale. Et voilà donc les priorités que nous voyons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est excellent aussi en ce qui concerne, c'est quelque chose de très positif aussi en ce qui concerne les employeurs. Et donc, cette idée d'avoir l'individu qui est placé au centre de tout cela, voilà. Apparemment, il y a pas mal d'attentes donc qui concernent l'orientation professionnelle. Il y a pas mal de demandes en raison donc d'une question qui est très complexe et compliquée. Et à votre avis, quelles sont les priorités? Le partenariat stratégique pour augmenter, donc améliorer le succès. Quel est votre avis? Donc, à votre avis, quelles sont les priorités? Merci beaucoup, Petro. Merci beaucoup, Petro. Tout d'abord, félicitations de la qualité de votre projet parce qu'en fait, il s'agit d'un projet qui engendrerait des résultats probants. Et ceci étant posé, eh bien, tout d'abord, la première chose que je voudrais dire concerne le principe de carrière et de développement de carrière. Je pense qu'il faut redéfinir donc le principe, les concepts, donc le développement de carrière, le monde du travail.
C'est quelque chose qu'on a fait il y a 30 ans. Il faut y revenir. Il faut faire cet exercice encore une fois parce qu'en fait, les jeunes, les adultes ont besoin de mettre l'accent sur le futur de leur carrière professionnelle. Et donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc. Et peut-être, et peut-être donc des philosophes de carrière pour réfléchir sur le monde du travail de l'avenir. Je pense qu'il y ait aussi besoin, il faut avoir un concept, une définition de très longue haleine pour, concernant la carrière et la vie au travail. Donc, la vie professionnelle, c'est un principe qui est tout à fait différent par rapport à la carrière. Et donc, il faut qu'il y ait une définition plus générale, plus générale, de plus longue haleine. Et puis après, la durabilité, donc le changement, le contenu change, il y a l'insécurité qui s'installe en raison de ce changement. Cela signifie qu'il faudrait donc mettre l'accent sur les compétences, et sur les qualifications et sur la mentalité qui est nécessaire pour agir à un cadre changeant. Et ça, c'est quelque chose, et la formation est l'un des aspects essentiels. D'après la gestion des risques, des incertitudes, est quelque chose de crucial pour les individus et notamment à cette époque. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes étudiants qui sont peut-être démotivés et qui ont du mal donc à gérer leur avenir qui est plein d'incertitudes, de risques et qui ont le sentiment de ne pas être préparés ou prêts à gérer ces risques. Il faut assister nos clients dans le développement de leur carrière qui doit être durable et cette durabilité, pas sous l'angle green, pas sous l'angle divertissement, mais des carrières qui doivent être plus longues et qui doivent être axées sur l'employabilité, donc une employabilité de plus longue haleine, très utile, pas seulement pour nos clients, mais aussi pour les employeurs. Parce qu'en fait, les employeurs savent que leur personnel est plus employable. Et quels sont les éléments nécessaires pour travailler ensemble, pour atteindre ensemble ces résultats? Bien entendu, la coopération en ce qui concerne la coopération entre toutes les parties prenantes. Donc, vous savez, la coopération traditionnelle entre les employeurs et les syndicats et les décideurs politiques, mais aussi une orientation, l'implication des professionnels, des chercheurs. Mais il ne faudrait pas oublier le fait il faudrait pas impliquer à tous les niveaux, au niveau régional, national et au niveau d'entreprise, il faudrait impliquer donc des secteurs et au niveau de branche, il faudrait donc qu'il y ait un partenariat avec des groupes spécifiques de clients. Ça peut être les jeunes, ça peut être aussi les couches des adultes les plus vulnérables, comme par exemple les chômeurs. Et donc, il faudrait écouter donc ces gens, ce public, pour être conscient de leurs besoins et dans le but donc d'établir un système nouveau et des nouvelles politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, j'allais justement te demander de terminer parce qu'en fait, nous devons enchaîner sur la deuxième partie. Merci beaucoup. Donc, je pris note de cette partie, donc le fait d'établir un lien entre le niveau local et le niveau global. Et c'est quelque chose de très important. Et nous avons 5 minutes, donc je voudrais vous demander d'être très, très court. Et donc, on peut enchaîner sur les solutions. Ce qu'on a fait, ce qu'on pourrait faire à une époque de crise. Donc, quelles sont les initiatives? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la formation tout au long de la vie et le développement des compétences sont cruciales. Et donc, il faut
Il faut, on ne peut pas travailler seul, il faut qu'il y ait des partenariats qui s'installent. En ce qui concerne, on a pas mal d'initiatives et on essaye donc d'investir au niveau des partenariats. Nous sommes tous, vous avez parlé aussi des jeunes qui représentent l'avenir, le futur. Je sais que, et donc, et aussi le fait de commencer aussi. Donc, il faut miser sur l'inclusion, sur la prise de conscience, sur le pont qui doivent être créés entre l'école et le travail. Donc, il y a une coopération avec les employeurs pour assurer donc la présence de compétences nécessaires. Et là, il faut donc impliquer les jeunes, donc l'éducation, la formation, voilà les activités qui jouent un rôle très important. Donc, après, il y a d'autres exemples concernant donc concernant les priorités que j'évoquais tout à l'heure et le fait de donner, d'écouter donc les différents groupes. Par exemple, il y a des entreprises comme Disney qui est en train de recycler la main-d'œuvre féminine pour être en mesure donc de faire leur boulot. Et puis après, dans le secteur de l'automobile, il y a l'Alliance des compétences qui implique les syndicats, les entreprises, les centres de formation, les autorités publiques, le pouvoir public, les collectivités locales. Et donc, tous ces acteurs travaillent ensemble rendre l'avenir possible. Et puis après, il y a et lorsque les grandes entreprises investissent au niveau de chaînes d'approvisionnement, et donc là, le résultat concerne le petit et moyenne entreprise, donc qui relève de la chaîne d'approvisionnement et qui concerne donc tout l'écosystème des PME concernés. Et c'est quelque chose de très utile pour endiguer les effets, par exemple, de la mondialisation, de la numérisation. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir permis de souligner donc l'importance du travail concernant l'orientation des professionnels et l'importance d'avoir des institutions qui sont concernées par les besoins du marché du travail. Et par rapport à la productivité, au fonctionnement du marché du travail, merci beaucoup, Martin. Martin, quelques solutions donc concernant les syndicats, 20 mots. Et merci beaucoup. Donc, je pense qu'il faut connecter donc les travailleurs à la société si l'on considère les syndicats du Royaume-Uni. 70% des apprenants, donc 79% des gens n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de qualification ne sont pas impliqués dans le travail syndical, dans le travail de formation. Donc, il y a en Angleterre, par exemple, il y a dans le secteur du travail domestique les femmes donc, qui sont impliquées pour améliorer les compétences avec le support de la société SI. Je pense que les syndicats peuvent jouer un rôle important pour préparer l'environnement qui concerne ce que Muriel a dit, et plus de donc, les, et donc, les syndicats donc, peuvent jouer un rôle très important dans l'implication des travailleurs par rapport à la formation, Et puis après, il y a une autre question qui a été évoquée par le Maroc, dans le sens qu'on a parlé de la formation, de l'orientation de derrière. Les gouvernements doivent impliquer les travailleurs et les employeurs dans un partenariat tripartite. Et donc, sans les travailleurs, on ne peut pas atteindre les résultats probants. Voilà, merci beaucoup. On peut terminer par notre collègue. Donc, des solutions. Donc, alors, en ce qui concerne les solutions, oui, en fait,
En fait, il y a des projets très intéressants en Espagne, en Portugal aussi. En fait, en Espagne, en Andalousie, il y a un projet qui s'adresse aux jeunes vulnérables et dans les écoles de deuxième opportunité, deuxième chance. Donc, il s'agit, et là, la cible est très claire et nette. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose de très intéressant. Et l'exemple de la manière euh, dont, euh, dont l'activité peut miser sur un groupe de cible. Aussi, lorsqu'il s'agit de l'orientation de carrière. Et puis après, il y a notre projet qui existe auprès de l'Université de Laguna en Espagne, un projet qui appuie donc les enseignants dans la conception de la formation destinée aux personnes en crise. Donc là, vous avez les chômeurs, mais aussi les victimes, les victimes les victimes des conséquences de la COVID-19. Et puis après, vous avez aussi le jeune décrochage scolaire. Parce qu'en fait, il y a le chômage qui est un fléau, il y a aussi le problème du décrochage scolaire quand il s'agit de jeunes. Et c'est quelque chose qui concerne de près quelques régions, des régions au sein de l'Union européenne. De toute façon, il y a pas mal d'activités qui sont en cours, et il y a des défis qui doivent être abordés ensemble via un échange d'expériences, de bonnes pratiques et pour essayer de euh, créer ensemble. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a répété à maintes reprises. Je sais qu'il y a un partenariat, une collaboration en cours, mais il s'agit de quelque chose de très important. Et puis après, il y a une toute dernière chose. Je pense qu'il faut terminer. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit donc d'une question très importante. Merci beaucoup donc d'avoir participé à ce débat et je voudrais donc donner la parole à Glenda. Merci beaucoup. Asie centrale. Notre région the co-host for the Career Industry Council of Australia and the Career Development Association of New Zealand. Bonjour de la région Océanie. Notre région a co-accueilli le webinaire du Symposium américain et du Career Industry Council d'Australie et la Career Development Association de la Nouvelle-Zélande. Nous avons organisé ce séminaire le 15 novembre et en avons fait une large promotion. Nous avons été très satisfaits de la réponse avec près de 400 participants, ce qui nous a semblé très bon pour notre région. Nous avions 4 présentateurs, 2 d'Australie et 2 de la Nouvelle-Zélande, qui ont abordé divers sujets, notamment les étudiants internationaux et leurs besoins en matière de conseils et d'aide à l'emploi, les adultes plus âgés, le passage à la retraite et la planification dont ils ont besoin, le développement de carrière pour les jeunes et la pratique en tant que recherche. Ainsi, certaines des conclusions de ce pensum étaient qu'il existe un groupe de clients très diversifié, ce qui n'est pas nécessairement nouveau, mais je pense que l'intérêt de ce groupe de clients est qu'il change constamment et qu'il grandit. Mais au sein de ce groupe de clients, il y a différentes origines et différentes compréhensions de ce qu'est l'orientation professionnelle. Et donc, parmi les priorités qui sont ressorties de notre symposium, il y a la nécessité de mettre en place des systèmes d'orientation professionnelle tout au long de la vie, ce qui n'est pas nouveau non plus. Ils doivent être soutenus par une base de données probante, alimentée par un lien entre la recherche et la pratique. Et il doit être soutenu par des professionnels qualifiés. Mais dans ce contexte, la diversité du groupe de clients suggère que nous avons besoin de spécialisation au sein même de la formation standard en termes d'orientation professionnelle. Donc, le défi qui est ressorti de tout cela pour notre région est que le besoin d'orientation professionnelle est clairement présent et il est clairement répandu dans une très large partie de la population. Cela suggère également que le besoin de systèmes d'orientation professionnelle complets et coordonnés est présent et que nos pays doivent passer de modèles réactifs à temps bref de programmes d'orientation
professionnelles ciblées, donc à court terme, et qui répondent en quelque sorte aux crises, à plutôt des modèles proactifs de systèmes d'orientation professionnelle pour tous les citoyens qui peuvent contribuer aux agendas de compétences et de formation, au changement et aux pénuries du marché du travail et au vieillissement des populations. Ces systèmes doivent donc être agiles et s'adapter à l'évolution des besoins. Et grâce à cela, ces systèmes d'orientation professionnelle peuvent contribuer à un développement économique efficace dans nos pays. Merci. Pour ce symposium, on a eu la demande de plus de 26 chercheurs, 10 pays et 3 discours-programmes d'organisations internationales. Les principaux axes de discussion ont conclu que, premièrement, il est urgent de promouvoir des approches répondant aux besoins spécifiques des groupes non traditionnels ou prioritaires dans les services d'orientation professionnelle. Ces approches doivent être adaptées à une perspective intersectionnelle et interculturelle. L'orientation non sexuelle, l'orientation professionnelle pour les communautés indigènes, pour les migrants, la diversité sexuelle, les différents groupes d'âge et pour n'en citer quelques-uns. Deuxièmement, une diversité de systèmes, de types d'organisation et de structures des services d'orientation professionnelle ont été identifiés, ce qui correspond effectivement à la diversité du contexte original en Amérique latine en termes de tendances de développement, d'approche et de performance. Troisièmement, l'approche hétérogène de l'initiative d'orientation professionnelle, tant au niveau de la conceptualisation que de la mise en œuvre, montre un développement inégal dans la région et la nécessité d'une contextualisation flexible qui réponde aux exigences de la société en général et de la nation en particulier. Pour faire progresser la mise en œuvre et le renforcement du service d'orientation professionnelle qui, à son tour, favorise les économies plus efficaces et une société équitable, il est nécessaire, à court terme, de faciliter l'accès à l'information de l'orientation professionnelle et d'étendre l'orientation professionnelle non seulement dans les transitions, mais comme une réserve pour l'amélioration continue et la connaissance de soi. Il est également nécessaire d'institutionnaliser la formation et la figure du conseiller professionnel dans les organisations et les services éducatifs publics et privés. À long terme, nous devons réduire les inégalités dans le monde du travail, mettre en œuvre des plans ou des politiques d'orientation professionnelle ou de développement de carrière dans les différents cycles ou étapes de la vie des personnes, en augmentant les investissements dans des programmes qui tiennent compte de la diversité de chaque nation et de ses citoyens. Promouvoir la coordination des institutions et des organisations qui facilitent le développement des politiques ainsi que la fourniture d'un service de haute qualité. Bonjour à tous, ici Rizy Brain de CIRI. La National Career Development Association est ravie de s'associer à CIRIC et à la FCDC pour célébrer le mois de novembre, mois mondial du développement de carrière, et de coparrainer la campagne sur les médias sociaux. En postant votre vidéo, vous nous aiderez à amplifier le travail important des professionnels du développement de carrière du monde entier. Je suis David Driver. Voici Lauraline. Nous faisons partie des services de carrière et de l'emploi ici à MITT. Nous voulons parler de l'amplification de vous-même cette semaine. Bonjour. C'est le mois canadien des carrières et mois mondial des carrières. Le travail que nous faisons dans le développement de carrière est tellement spécial. J'adore aider les gens à changer leur état d'esprit sur leur carrière, leur propre développement de carrière. J'adore absolument être dans les services d'orientation professionnelle et je veux m'assurer que je sais ce que je fais. Je n'oublie jamais que tous ces gens sont le pourquoi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Pendant le mois de novembre, les professionnels de l'orientation professionnelle de toute l'Amérique du Nord ont réalisé des vidéos, écrit des articles de blog et des messages sur les médias sociaux sur la façon dont l'orientation professionnelle peut tout changer. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. En tant que secteur, nous nous unissons d'une seule voix pour sensibiliser le public à notre domaine et mettre des visages sur le travail souvent silencieux que nous faisons pour faire briller nos clients. Ensemble, nous mettons en lumière l'impact positif essentiel du développement de carrière sur les individus en promouvant la santé, le bonheur et la prospérité. La plus grande obligation de notre système d'éducation est de préparer les gens à réussir leur vie en fournissant des services de développement de carrière. Nos membres
incitent leurs étudiants et leurs clients à rechercher un emploi de qualité dans le domaine professionnel de leur choix. Si vous pensez à votre propre parcours professionnel, il se peut que vous ayez erré sans but. Nous appelons parfois cela des méandres. Donc tout cela, c'est une constellation de rôles de vie. Et il y a des étoiles partout. Donc si vous y pensez, c'est désordonné. C'est normal, c'est la vie. Le travail que nous faisons est extrêmement important et c'est pourquoi je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de célébrer la Journée mondiale des carrières. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Le développement de carrière change tout. Nous vous remercions de nous aider à diffuser ce message important. Au nom du CCDF, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait du premier mois des carrières mondiales un tel succès. Je veux vous remercier d'avoir participé au mois mondial des carrières cette année et d'avoir amplifié l'idée que le développement rapide change tout. Continuez le combat que vous menez et nous vous verrons là-bas. Merci. Un mois d'événements professionnels inspirants, partage d'expériences pleines d'énergie, une communication active avec des professionnels enthousiastes, réseautage et tout cela dans le domaine de l'orientation professionnelle. Bonjour à tous. La Career Library est l'association ukrainienne d'orientation professionnelle et de conseil en éducation en tant que points focaux régionaux pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, ainsi que l'ETF sont heureux de résumer et de partager avec vous les principaux résultats de la région. Le thème central était la professionnalisation des praticiens de l'orientation professionnelle. Il est nécessaire de créer un système national pour la qualification et la reconnaissance des acquis dans le domaine de l'orientation professionnelle. Les défis auxquels sont confrontées les régions, du chômage des jeunes à l'informalité, en passant par l'évolution de l'organisation du travail due à la numérisation et à l'écologisation des économies, rendent plus difficile la prise de décision relative à la carrière des jeunes. Nous avons changé de terminologie, passant d'inspecteur à conseiller, de fournir une orientation à fournir une orientation tout au long de la vie. Et la traduction de la terminologie européenne comme orientation tout au long de la vie est souvent difficile car le terme traditionnel d'orientation de l'Union soviétique prévaut, lié à l'idée d'une transition unique de l'école au travail. Lors des événements régionaux, les experts ont partagé des cas inspirants de leur région. L'Arménie a présenté l'orientation professionnelle dans les institutions en Arménie de la quantité à la qualité des services. La coopération et la collaboration efficace entre le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère de l'Éducation ont constitué une réussite majeure. Le Centre d'orientation professionnelle et de développement des capacités est le principal responsable de la mise en œuvre sous l'égide du ministère du Travail, mais le principal défi est la qualité de l'information. Nos collègues de Géorgie ont parlé des normes d'État pour les services de consultation et de planification des carrières efficaces et des normes d'autorisation pour les établissements d'enseignement en Géorgie. L'orientation professionnelle pour les réfugiés et la Moldavie, le rôle de la société civile dans le soutien aux réfugiés, les employés peuvent signaler les violations du droit du travail par les employeurs par le biais d'une plateforme en ligne de services spéciaux pour les Ukrainiens et les personnes déplacées pour recevoir des conseils. Les collègues ukrainiens ont présenté un système d'orientation professionnelle, les défis ukrainiens et les leçons apprises. Les principales réalisations comprennent une carte des professions professionnelles comme méthodologie d'information pour les éducateurs du secondaire afin de fournir une orientation. L'intégration de l'orientation professionnelle dans la plateforme en ligne des normes éducatives nationales pour l'auto-apprentissage et le cadre de la qualification de la gestion du développement professionnel personnel. En résumant les résultats, je voudrais dire que les principales priorités pour le développement du système d'orientation professionnelle sont l'apprentissage par les pairs, de pair à pair au niveau national, régional et local, par le biais de praticiens réguliers de l'orientation professionnelle. Le groupe de pairs est important pour assurer un développement professionnel continu. L'innovation dans l'orientation professionnelle, l'apprentissage entrepreneurial devrait faire partie de l'éducation à la carrière. En conclusion, le mois mondial de l'orientation est terminé, mais aujourd'hui, nous devons nous rassembler pour relever les défis du marché du travail. Merci d'être avec nous et nous espérons nous connecter avec vous tous très bientôt. Merci beaucoup. Vidéo excellente de vous tous. C'est ce que disent d'ailleurs les participants dans le chat. Alors maintenant, nous pouvons revenir aux 4 protagonistes de ce mois que certains d'entre vous ont déjà vus dans les vidéos. Donc, nous avons la professeure Mary McMahon de l'Université du Queensland de l'Australie. Nous avons Isabelle Cuneo de Fondation Ocides. Nous avons Sarina Hopkins de la Fondation canadienne pour le développement de carrière et nous avons Victoria Aydinian de la Career Lab Arménie.
Donc, vous avez chacune 2 minutes pour nous dire quelles sont les leçons apprises, les messages clés à emporter chez vous de ce mois de carrière pour l'avenir. On va commencer avec Mary, je vous en prie. Merci, Glenda. Bonjour à tous de la région Océanie, où nous avons accueilli un certain nombre d'événements en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je présente ici de Brisbane, Australie, ce soir et j'aimerais rendre hommage aux générations passées, présentes et futures de ces îles. Parler de ce que nous avons fait en Australie m'amène au premier point que j'aimerais soulever ce soir, et c'est-à-dire les pratiques et les recherches en orientation professionnelle qui ont émergé de notre symposium. Je pense qu'il est très important de pouvoir commencer à sérieusement trouver des solutions pour faire entendre les voix silencieuses. Et ceci est important de deux façons. Nous devons développer des systèmes d'orientation professionnelle dans les pays non occidentaux, dans le contexte de la migration et des sociétés multiculturelles. Il nous faut également avoir des approches diversifiées de celles occidentales qui ne sont pas toujours les plus adaptées. Et donc, il faut réfléchir à des façons de développer des méthodes culturellement appropriées pour l'orientation professionnelle et l'orientation générale. Et je ne parle pas que d'approfondissement de ce qu'on a déjà. Je parle vraiment du développement de bas en haut d'initiatives populaires pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque culture. Cela m'amène au deuxième point que j'aimerais soulever par rapport à la diversité du groupe de clients que nous avons pu faire émerger de nos webinaires. Je pense qu'il faut réaliser que nous allons devoir être socialement justes dans nos pratiques d'orientation à la carrière pour répondre aux besoins du groupe client toujours plus diversifié. Et donc, l'adéquation de notre réponse en termes d'adaptation culturelle, il faut réfléchir également à comment l'orientation professionnelle peut être développée et mise en œuvre différemment pour les communautés locales, pour développer des réponses locales à des problèmes locaux. Et donc, cela s'applique aux conseillers, mais aussi à d'autres parties prenantes dans des efforts collaboratifs, dans des équipes multidisciplinaires. Et je pense que c'est la direction dans laquelle nous devons avancer à l'avenir. Par exemple, dans le contexte de la migration, il faut maintenant travailler avec des assistants sociaux, avec des conseillers pour l'emploi, avec des spécialistes de la transition qui ont chacun leur groupe en spécifique. Donc, je pense que nous devons peut-être adoucir les voix dominantes et aider les voix moins dominantes à se faire entendre et à faire passer leur message. Et le dernier point que j'aimerais soulever, et c'est sans doute plus court que 2 minutes, j'en suis pas sûre, mais dans le contexte de tous ces changements que nous vivons et que nous avons entendu mentionner aujourd'hui, il faut sérieusement réfléchir au développement de compétences de ce point de vue. Nous connaissons les besoins dans le contexte occidental. Nous ne sommes pas convaincus qu'ils soient adaptés au contexte non occidental. Et nous devons commencer donc à développer des compétences et un sens de professionnalisme qui est une forte identité à travers les qualifications que les gens ont, de façon à pouvoir vraiment bâtir une pratique socialement juste et inclusive. Et donc, ces points que je voulais soulever sur la base de la façon dont l'Océanie a géré son symposium. Voilà, je vous remercie tous pour votre invitation et à tout le groupe Interagence pour l'énorme effort que vous avez fait dans la coordination de ce mois mondial
des carrières. C'est vraiment formidable de faire partie d'une communauté mondiale. Merci. Merci, Mary. Je suis sûre que mes collègues du groupe Interagence sont ravis de vous entendre dire cela. Et je passe la parole à Isabella. Essayons de rester bref car nous sommes un petit peu en retard. Je vais faire de mon mieux. Merci, Glenda. Merci pour ce mois de la carrière mondiale. Ça a été formidable de pouvoir rencontrer des collègues provenant d'autres contextes. Et je suis sûre que cette initiative va être poursuivie. Et je voudrais dire qu'en dehors du contexte, nous avons dans ce contexte, nous avons eu 4 symposiums avec 400 participants et ça faisait partie de notre mission de contacter les collègues du Brésil, du Chili, de l'Argentine, du Mexique, du Pérou, de la République dominicaine et du Venezuela et d'autres encore. Étant donné que nous pouvons identifier certains aboutissements dans cette région, nous pouvons désormais projeter et reconnaître des défis communs. Et donc, dans ce cadre, j'aimerais dire que nous avons identifié le concept de l'orientation à la carrière et cela commence à faire ressortir un certain consensus du point de vue des solutions possibles. Il y a des recherches qui forment un organisme nécessaire de connaissances pour promouvoir les interventions nécessaires et tout ceci se reflète dans des interventions d'orientation à la carrière dans la région. Et c'est précisément dans ce contexte que nous pouvons rencontrer des défis communs. En ce qui concerne l'orientation professionnelle, elle est fortement basée sur les institutions qui traversent certaines transitions et donc nous devons prévoir la trajectoire avec une meilleure articulation entre institutions, entre acteurs des différents systèmes et promouvoir des services de consultation et d'orientation publique experts d'un point de vue des inégalités d'éducation et d'accès au marché de l'emploi, et je parle en termes de genre, de conditions ethniques et de handicap aussi persistent. Non seulement elles persistent, mais elles s'exacerbent et donc il faut continuer au travail, à la production de recherches basées sur des informations probantes pour améliorer les conditions pour ces personnes et en même temps développer des compétences pour les conseiller à l'orientation professionnelle afin qu'ils soient les promoteurs du changement. Les formations de ces conseillers est vraiment urgent dans notre région. Et donc, pour résumer les idées qui ont émergé le plus fortement, l'orientation à la carrière est non seulement importante, mais aussi nécessaire et nous devons commencer à collaborer dans toute la région pour générer des compétences qui permettent le déploiement de pratiques contextualisées. Merci. For the great set of webinars as well that you organize, managing to bring Merci together. beaucoup, Isabelle. Merci aussi. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Sarina de la Fondation Développement de carrière. Au nom du partenaire de l'Amérique du Nord, notre message pour l'orientation de carrière est tout à fait clair, dans le sens que les carrières changent à tout bout de champ. Tout bout de champ. Donc, il faut diffuser notre message. Parce qu'en fait, notre travail est quelque chose qui concerne le changement des individus pour en assurer la prospérité. Donc, le changement concerne donc la famille, le pays. Et donc, il y a une place pour la justice sociale et pour l'inclusion sociale. Donc, très souvent, on mise sur le public. Très souvent, on sous-estime la valeur des gouvernements et des bailleurs de fonds. Il ne faut pas donc travailler d'une manière cloisonnée.
Et donc, il faut mettre l'accent sur la prise de conscience concernant ce que l'on fait, ce que l'on It is time for us to come out of the shadows and become more visible and more vocal so that the public, other service providers, educators, donc, governments and funders le public, understand donc, how le far-reaching public and doit transformative comprendre donc l'importance du So développement Global de Career Month, carrière. we had over 420 videos and written posts from career Et donc, practitioners and professionals talking about our il y a des work. professionnels donc, qui parlent de notre travail, l'impact de ce qui est important. Et il faut, et, et de toute façon, de toute façon, et donc, et donc, cette, donc, cet événement est très important. Nous sommes très contents donc d'en être partie prenante. Je pense qu'il faut continuer donc à diffuser ce message. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc de l'initiative qui a été prise de votre part et des différents partenaires donc en Amérique. Et donc pour souligner l'importance de l'orientation de carrière. Maintenant, je voudrais donner la parole à Victoria pour les 2 dernières minutes. Merci beaucoup, collègues, de cette initiative incroyable. Donc, je pense que nous avons mis pas mal de pain sur la planche. Et donc, il est très important donc d'avoir un échange sur les dynamiques du marché du travail qui changent d'une manière très rapide. Donc, et, donc, la question de transition est très importante, d'où l'importance donc de la formation, des choix qui doivent être assurés à tout le monde, ce qui est stressant. Et donc, l'orientation de carrière doit être partie prenante de sa vie à l'école, de sa vie scolaire, doit être accessible à tout le monde. Les gouvernements doivent travailler afin que l'on puisse établir un modèle de partenariat public et privé. Donc, il faut impliquer donc, le secteur privé et public dans un agenda qui doit être partagé. Et puis après, l'importance d'avoir des professionnels dans ce domaine. Et puis après, un autre changement concerne un système d'orientation de carrière qui tire profit des technologies, y compris le big data et l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une façon pour remplir, pour aborder le problème de la pénurie de main-d'œuvre. La technologie peut être utilisée dans pas mal de procédures pour rendre le service plus accessible. Merci beaucoup. J'espère qu'ensemble, on pourra donc transformer tout cela en opportunité. Merci beaucoup, Victoria Serena. Maintenant, nous sommes prêts à terminer donc cet événement de clôture. Je voudrais donner la parole à Victoria. Merci beaucoup, Linda, et merci beaucoup à tous les intervenants. Merci donc, nous avons 4 minutes, nous avons dépassé notre temps de 4 minutes, mais de toute façon, cela est bien justifié par la qualité de nos débats. Merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé cet événement. Je voudrais souligner le fait que ce mois ne concerne pas les événements, point barre. Ce mois est bien le début de la création d'une communauté de plateformes au sein de laquelle nous pouvons partager, nous pouvons donc établir des liens entre les politiques et les pratiques. À cette fin, il faut utiliser la communauté globale de pratiques. Vous trouvez l'adresse web dans la messagerie. Nous avons entendu parler de l'importance donc de cette communauté, de cet échange. Et aussi, voudrais-je fournir quelques mises à jour concernant, il y a un rapport qui sera publié la semaine prochaine concernant de l'orientation professionnelle. Et donc, terminer la fin de cette conférence, le point de départ, parce qu'en fait, on n'a pas terminé les échanges, on va commencer à renforcer donc cette coopération dans ce domaine très important. Je voudrais donc demander aux membres de GE
Donc, expliquer donc le sens de ce mois. Merci beaucoup. Kenya. Voilà, je voudrais dire qu'il est très difficile donc d'exprimer tout ça en un mot parce qu'en fait, les présentations étaient très intéressantes. Parce qu'en fait, donc, nous vivons une époque de transformation, de crise, mais de toute façon, finalement, je voudrais donc, je pense qu'il est très important donc d'avoir la connexion et la collaboration. Voilà les maîtres mots. Merci beaucoup, Petro. À toi maintenant. Ton micro est éteint. On ne t'entend pas, Petro. Cynthia donc a volé le micro. Glenda. C'est peer learning. L'apprentissage de pair. La continuation, donc continuité, continuer. On peut pas. Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, c'est le début donc de notre collaboration, donc l'action et la mise en place, donc continuer. Merci beaucoup, Simona. La passion, la passion, donc la créativité et l'orientation professionnelle. Et donc, il faut rester connecté. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Glenda. Excellent job. Thank you for our moderator. Merci donc de la qualité de votre travail. Merci. Au revoir.